La mer a toujours été pour moi un espace, oui, vraiment un espace de travail en fait. Ça a toujours été un espace de plaisir, mais qui passait d'abord par le travail. Parce que très vite, je suis parti avec des marins-pêcheurs, j'ai commencé à travailler avec eux, après j'ai fait les saisons, après j'ai travaillé à l'année. Un thon. Hop. Et voilà, le déjeuner. C'est ce rapport à la mer et à des métiers aussi peut-être qu'on aime, qui nous nourrissent. Et la mer est quelque chose d'entier, c'est-à-dire qu'on la vit et si on commence à travailler sur la mer, c'est notre vie, c'est-à-dire que entre les moments de plaisir ou les moments de loisir et les moments de vie et de travail, tout ça se confond, comme la vie, je pense, d'un artiste. De pêcher et de l'exploiter, ça m'a permis aussi de la connaître, c'est-à-dire de la connaître d'une certaine manière. Et puis après, j'ai approfondi avec différentes entrées. Ça m'a permis d'en faire un espace familier que j'ai pu explorer peut-être plus facilement parce que j'avais eu ces contacts prolongés avec cet espace maritime. J'ai découvert l'existence des récifs artificiels en 2008. Se dire on va faire un projet sur les récifs artificiels, comme ça peut paraître simple, mais c'était quand même quelque chose d'assez complexe à plusieurs niveaux, parce qu'il fallait, pour faire un travail de sculpture, il fallait que je puisse faire un travail de recherche déjà assez conséquent pour pouvoir trouver de la documentation sur les récifs existants. Et la deuxième chose, il fallait que je puisse me former à la plongée, je plongeais en apnée, mais me former à la plongée bouteille à un niveau qui allait me permettre de plonger, d'aller sur certains sites jusqu'à pouvoir plonger avec des scientifiques, c'est-à-dire en plongée professionnelle. La première chose, c'était arriver à révéler cet environnement. Et je pense que c'est aussi une chose qui m'intéresse beaucoup, je dirais, dans la sculpture aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a toujours besoin d'aller faire une forme, d'aller fabriquer une forme, d'aller mettre en jeu de la matière? Est-ce que parfois aller révéler une forme, aller chercher, même sur le travail que je fais actuellement sur les paysages dans les calanques, pour moi il y a des sculptures partout dans le paysage. Est-ce que la sculpture est systématiquement quelque chose qu'on va fabriquer? Est-ce que parfois ça n'est pas quelque chose qui existe, qu'on va trouver, qu'on va révéler, qu'on va montrer? Je compare les récifs souvent à des ruines inversées. C'est-à-dire qu'une ruine est un bâtiment qui va se déliter petit à petit et qui va être envahi par la nature, alors que là, on va construire pour que la nature s'empare de cette structure. Et donc c'est pour moi un des exemples qui ne sont pas très nombreux, où l'homme se positionne différemment face à la nature et il va essayer de travailler avec la nature et de construire pour pouvoir l'accompagner et pas être en opposition avec la nature, mais essayer de travailler avec. De découvrir ces constructions immergées m'a permis de me dire, je me donne les moyens d'aller travailler à cet endroit-là, pas juste d'être un promeneur sous-marin, mais à un moment donné de me dire, je vais travailler sur cet environnement. Et de travailler sur les récifs m'a amené naturellement à travailler progressivement sur les habitats naturels et donc à prendre en considération le fond, on va dire le sable, le sous-sol, ce qui va vivre à l'intérieur, les roches, les algues, les coraux, tout ce qui va être structurant et l'habitat principal qu'est la masse d'eau.
j'essaie de représenter en fait déjà la diversité des paysages qu'on peut trouver sur les côtes françaises, puisqu'on n'a pas réellement de vision, je dirais, de ces paysages. Ils sont quelque part très peu photographiés, puisqu'on photographie toujours la faune, le plongeur, l'épave, tout ce qui va être un peu sensationnel, mais on essaie un peu de retrouver ce qu'on va trouver dans un aquarium, alors que la mer, c'est pas un aquarium. Et moi, je photographie un peu plus la banalité, ce qu'on va trouver de manière un peu plus commune dans l'océan. Et donc, à Port-Cros, j'ai fait tout un travail dans les Calanques, dans le parc national des Calanques. Et Port-Cros, est a priori un parc plus ancien, une zone un peu plus éloignée, légèrement, on va dire, plus éloignée des centres urbains. Donc, a priori, les pressions sont un peu moins fortes que dans les Calanques. Et on peut trouver une autre diversité. Alors, je dirais que c'est pas... le plus flagrant, ce sont les herbiers qui sont absolument extraordinaires ici. Les herbiers de Posidonie qui sont très très beaux autour des îles de Porquerolles, de Port-Cros, du Levant. Et donc j'essaie à la fois de compléter cette représentation des paysages méditerranéens et de voir comment, avec les Calanques comme référent, puisque j'ai longé les 162 km qui forment le périmètre de l'ensemble du parc. Et j'ai pu voir toute la transformation des paysages, les endroits évidemment où il y a des pressions beaucoup plus fortes, comme les rejets de la ville de Marseille sur la calanque de Cortiou, et où sur 5-6 000 nautiques, on voit clairement, et 3-4 000 vers le large, on voit clairement l'effet direct de ces pressions. Et après, on sent quand même la proximité de la ville dans le parc des Calanques. Et voilà, j'essaie de compléter un peu cette représentation et d'avoir une image la plus complète possible de la diversité des paysages et de leurs différences. C'est pouvoir montrer ce qu'on peut voir sous la surface et les paysages qui s'y trouvent, depuis un paysage complètement abstrait comme simplement la couleur de l'eau, jusqu'à des paysages qui se dessinent et qui vont nous rappeler parfois des paysages terrestres ou des paysages un peu, on va dire, indéfinis. On ne sait pas où on est, on pourrait parfois être sur Terre, parfois sur une autre planète, on a aussi un ciel qui est un peu bizarre. Et justement, j'utilise le noir et blanc pour qu'on puisse un peu rentrer un peu plus facilement dans ces paysages et qu'on ne soit pas ni dans un exotisme, ni dans un milieu qui nous serait totalement étranger. Quand je prends des photos des grands paysages en noir et blanc, évidemment, je peux penser aux pionniers de la photographie qui ont travaillé dans des parcs nationaux, par exemple, aux États-Unis, au 19e, et qui ont photographié des grands espaces. Donc on peut penser à plein de photographes. Ensuite, il y a les photographes évidemment de la Grande Dépression. Sur le côté, je dirais qu'il y a à la fois ce côté sublime et merveilleux de la découverte de ces espaces et tout le merveilleux, parce que quand je photographie ces espaces, c'est évidemment c'est magnifique, sous l'eau c'est très beau, mais il y a aussi ce côté dramatique je dirais qu'on peut trouver dans les photographes. Enfin, chez les photographes de la Grande Dépression, où on va trouver ça parfois dans des environnements urbains, même dans des portraits de personnes, on va avoir une lecture d'une situation un peu dramatique. Là, c'est plus dans le paysage, c'est-à-dire comment ce paysage, en fonction des endroits, va nous donner parfois une lecture, effectivement, qui n'est pas forcément toujours
réjouissante de l'environnement. Là, on arrive dans les courants. Il y a 4 nœuds, il y a 5 nœuds de courant. On va peut-être abattre, non? Je voudrais essayer de plonger sur un site qui s'appelle Erlanning. C'est un site mégalithique où il y a 2 cercles de pierre, un semi-immergé et un totalement immergé. Et c'est un témoin de la montée des eaux au cours des millénaires. À 1 mètre de montée des eaux par millénaire. Et donc ces 2 cercles étaient il y a 6 ou 7 000 ans, 6 ou 7 mètres plus bas. Je répète, signalons secteur île du Mai, pour environ 1,4 nautique dans le nord-est de l'île du Mai. Une assistance remorquage est demandée par le navire Towib, longueur 5 mètres, 3 personnes à bord, en avarie moteur afin de rejoindre le port de Piriac. Il est demandé à tous les navires susceptibles d'assister le navire Towib de prendre contact avec le Cross-Hôtel sur le canal VHF16. À 13h30 temps universel, ici le Cross-Hôtel terminé. Il y a une certaine urgence à représenter des espaces qui sont en train de se transformer. C'est-à-dire que les paysages changent beaucoup et je pense que c'est important d'avoir un référent et de pouvoir voir ces paysages. Et aussi un deuxième constat, qui ne sont pas forcément représentés. C'est-à-dire qu'on montre beaucoup de choses sous l'eau, mais on est quand même très proche de la photo animalière ou de la photo sportive pour des apnéistes ou même des plongeurs bouteilles qui vont être en permanence présents dans les images. Et le paysage n'est pas un sujet, donc on ne montre pas ces paysages seuls. Et donc ça me paraissait très très important de pouvoir les montrer tout simplement et de montrer les paysages de nos côtes, des paysages que les gens ne voient pas forcément et paradoxalement ils ont une meilleure connaissance parfois des fonds tropicaux que des fonds d'un territoire proche. Donc j'avais cette envie de montrer un peu, de pas forcément aller travailler aussi à l'autre bout du monde, je le fais parfois, c'est important parce que ça peut permettre aussi de mettre en perspective différemment un territoire local. Donc parfois aller à l'autre bout du monde à certains moments pour montrer une chose c'est bien, mais je pars aussi du principe qu'une expédition elle n'est pas forcément à l'autre bout du monde et qu'on peut très bien faire une expédition juste là à côté puisque de toute façon l'autre bout du monde c'est toujours le quotidien de quelqu'un. C'est peut-être encore, je trouve, plus de partir explorer ce qu'il y a juste devant là, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et même d'étonnant, c'est-à-dire d'étonnant de se dire que il y a un peu une sorte de mythe des explorations et qu'on peut aller juste faire quelques centaines de mètres et partir dans un espace d'exploration totale sans voyager très très loin. 15 minutes, hop. Il
y a tout un héritage artistique qui fait que je vais regarder les choses différemment. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis toujours intéressé au monochrome, à la peinture monochrome, aux installations immersives, qui nous permettent de plonger dans la couleur comme on peut le faire quand on plonge dans l'océan. C'est-à-dire, il y a des artistes, je pense à Veronica Jensen, à James Turrell, qui sont des artistes qui vont travailler, par exemple, avec la couleur et nous plonger dans la couleur. Mais quand on rentre dans l'océan, on a ce même type de sensation et de rapport à l'espace. Mais c'est pas une installation d'art contemporain, c'est juste un monde en soi. Et donc c'est vrai que ces représentations, sans cette culture artistique, je dirais, je n'aurais peut-être pas regardé les choses de cette manière-là. Donc c'est comme toujours, hein, les artistes travaillent avec un héritage, et cet héritage leur permet de regarder le monde et de le lire et de le montrer différemment. Donc je pense que c'est un petit peu ça qui m'a amené à travailler sur ces images monochromes dans les masses d'eau et sur maintenant des systèmes assez complexes de prise de vue qui permettent vraiment d'avoir des coupes dans la masse d'eau par système de grille et d'avoir les dégradés qu'on trouve à la fois avec la lumière et à la fois avec la couleur. Et putain, ça pèse 25 ou 30 kilos ce truc. Alors, stop, on arrête. Les caissons. Il faut prendre les mesures de la couleur de l'eau avec une application. Noter les points GPS, la profondeur. Et on fait ça 10 fois de suite. Maintenant, l'application couleur de l'eau qui a été développée par les scientifiques, collègue data. Le ciel, 135 degrés du soleil, et l'eau, 135 degrés du soleil. Voilà. Maintenant j'enregistre. Non. Large. Critique. 001. Ok.